Que votre parcours de vie soit rectiligne ou sinueux, je ne sais pas vous, mais moi je pense qu'il n'y a pas qu'un seul chemin dans la vie. Dans Parcours le podcast, découvrez quel chemin ont choisi, ou pas, de prendre mes invités. Comment ils en sont arrivés là où ils sont, leurs idées, leurs échecs, leurs inspirations et bien plus encore. Je m'appelle Raphaël, allez, en route. Pour ce nouvel épisode de Parcours le podcast, je suis de retour dans les bureaux de France 3. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Delphine Lenormand, la déléguée à la communication de France 3 Grand Est. Comment est-elle arrivée à ce poste, dans la communication, à France Télévisions, à Strasbourg ? J'ai beaucoup de questions à lui poser, car chaque parcours de vie est passionnant, unique et peut-être riche d'enseignements et de questionnements. C'est pourquoi je suis vraiment impatiente d'en apprendre plus sur le cheminement de Delphine, et j'espère que vous le serez tout autant que moi. Alors bonjour Delphine, merci de me recevoir aujourd'hui dans les bureaux de France 3. Ça fait combien d'années que tu travailles ici ? Alors, je suis arrivée à France 3 ici à Strasbourg en 2011. Donc ça fait bientôt 8 ans, ouais, en juin 2011. D'accord, et alors tu as grandi où ? Tu viens d'où ? Alors, je suis originaire d'Alsace. J'ai grandi à côté de Strasbourg. Et je suis partie pendant 10 ans, en fait, pour continuer mes études à l'époque, 2002, un truc comme ça, à Paris, d'abord pendant 2 ans, et ensuite en Belgique pendant 8 ans. D'accord. Et donc, rentrer en France pour des raisons d'abord familiales, en fait, en 2011, donc, avec ce job. D'accord, alors pour revenir un peu dans ton enfance, tu aimais l'école quand tu étais petite ? Oui, je crois. Oui. T'as un bon souvenir ? Ouais, j'ai plutôt des bons souvenirs. Alors, avec les copains et les copines surtout, mais même, je pense que j'étais plutôt une bonne élève. Je pas une énorme bosseuse, mais j'avais plutôt des facilités. Ça se passait plutôt bien. Ouais, j'ai plutôt des jolis souvenirs. Ouais, tout à fait. Alors, après le bac, est-ce que tes choix d'orientation ont été faciles ou est-ce que tu n'avais absolument aucune idée de ce que tu voulais faire ? Non, si, j'avais une idée très claire, sauf que je ne pouvais pas le faire. Ah oui, alors explique-nous. Alors, en fait, moi, depuis que j'avais 3 ans, je voulais devenir pédiatre. C'était une évidence absolue. Voilà, il n'y avait pas de mes 3 ans jusqu'à mes 18 ans. Je ne me posais pas de questions, je deviendrais pédiatre. Quoi. D'accord, Voilà. Pourquoi ? Je sais pas, je pense à un lien aux enfants qui était assez fort. J'avais dans mon entourage une enfant qui avait des problèmes de santé importants. Je pense que ça a dû jouer aussi un petit peu sur la chose. Je me suis toujours beaucoup occupée d'enfants plus petits que moi dans ma famille, etc. Et donc, voilà. Après, je pense que c'est des fantasmes d'enfants aussi, souvent autour du prendre soin, etc. Et donc, voilà. Donc, je voulais absolument devenir pédiatre. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, je n'étais pas une grosse bosseuse à l'école. J'avais des facilités dans les matières littéraires, mais pas particulièrement dans les matières scientifiques. Et donc, quand j'étais au lycée, je ne suis pas rentrée en première scientifique. J'y suis allée hyper facilement en littéraire. Et du coup, ça a un petit peu compliqué la donne pour pouvoir après rejoindre une fac de médecine. Et après le bac, du coup, j'ai hésité néanmoins à le tenter quand même. Sauf que mon grand frère, qui a 4 ans de plus que moi, avait démarré des études de médecine entre-temps, que je voyais à quel point c'était compliqué pour lui, alors que lui était hyper doué dans les matières scientifiques. Et donc, je me suis dit, non, mais si lui, c'est compliqué, moi, ça va être juste inaccessible. Et donc, j'ai décidé de réorienter un petit peu et d'aller vers du paramédical. Et donc, j'ai voulu passer les concours de psychomotricien. Et pour ce faire, pour pouvoir le préparer correctement, je me suis inscrite en fac de psycho. Voilà, pour essayer de me mettre aussi un peu à niveau dans certaines matières dont j'aurais besoin pour le concours. Et en fait, en cours d'année, on nous a fait faire un projet professionnel et il fallait rencontrer des gens qui exerçaient le métier qu'on visait. Et j'ai rencontré une femme à Strasbourg qui avait la double casquette psychomotricienne et orthophoniste. Et en fait, en échangeant avec elle, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus son job d'orthophoniste qui m'attirait. Donc, je me suis réorientée. Ouais. Et j'ai décidé de préparer les concours d'orthophoniste. Donc, j'ai fait 1 an de prépa. Ça se passait super bien, j'avais des super bons résultats. Enfin bon, j'étais vraiment convaincue que c'était absolument ça que je voulais faire. C'était une année très intéressante parce qu'il y avait énormément de culture générale, beaucoup de français. Et donc, déjà, ça me plaisait très naturellement, mais en plus, je pense que ça m'a beaucoup servi pour la suite. Et en fait, au moment de passer les concours, je sais pas, j'ai dû passer 4-5 villes, un truc comme ça. Et c'est des concours qui sont quand même très compliqués. À Strasbourg, pour te dire, il y avait 1000 candidats pour 15 places, un truc comme ça, quoi. Donc, c'était assez sélectif. Et j'ai réussi les écrits dans 2 villes, à Lyon et à Nancy. Et je me suis fait retoquer à l'oral
Alors, à Lyon, parce que j'avais la voix trop grave. Mais non. Mais si. Et Ah oui. à Nancy, parce que je plaçais pas bien ma langue quand j'avalais ma salive. Ah ouais, ça c'est des critères Ouais, d'orthophonie. c'est hyper important. Ah oui. Mais oui, en fait, en réalité, je pense qu'effectivement, c'était un petit... Enfin, tu vois, des Ouais, petites des petits imperfections, détails, mais a ouais. priori, c'est pas parce que tu as les dents de travers que tu peux pas être dentiste. Donc, Ouais. enfin, tu vois, ça a été hyper dur. Je me suis vraiment pris une grosse claque. Je me suis retrouvée au mois de septembre. Du coup, quand j'ai eu les derniers résultats, ça faisait 2 ans que j'avais eu mon bac et j'avais rien, en fait. Tu vois, alors que j'avais toujours été plutôt une bonne élève qui réussissait, etc. Et là, je me suis dit, mais ça fait 2 ans que j'ai eu mon bac, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et en discutant avec des copains, j'en avais un que je venais de rencontrer qui s'était inscrit à l'ISCOM, en fait, en BTS de communication des entreprises, et qui me disait « Ouais, ça a l'air trop bien, faut que tu viennes, etc. » Et moi, je m'étais juré que je ne ferais jamais de communication de ma vie. Pourquoi ? Parce que c'était le job de ma maman et qu'elle Ah. bossait énormément quand j'étais môme et que je ne la voyais jamais. Enfin, j'exagère pas jamais, mais enfin voilà, elle était extrêmement prise par son travail et donc je répétais à qui voulait l'entendre, surtout quand j'étais lycéenne et que ses collaboratrices me disaient alors tu vas faire de la com comme ta maman quand tu seras grande. Je dis, mais jamais de la vie, C'est jamais. drôle. Ah. Et donc je me suis retrouvée un peu perdue quand même à ce moment-là et on a été à l'époque, ma mère m'a un peu pris par la main, quoi, même si j'avais 20 ans, j'étais assez perdue à ce moment-là. Et on a été faire un rendez-vous avec le responsable des études à l'époque de l'ISCOM et qui avait d'autres BTS en fait dans l'école, que tu connais un petit peu, je crois. Oui. Et voilà, il me proposait un BTS de tourisme, d'immobilier, d'assistant de direction, de trucs trilingues et puis de communication. Et en fait, les cours avaient déjà commencé depuis 15 jours. Et du coup, il me dit, comme j'étais familière, si tu veux, du vocabulaire, du milieu de la communication, parce qu'à ce moment-là, ma mère... elle était sur un autre job, mais elle avait été directrice de la communication de la région Alsace pendant 10 ans, que ça m'était arrivé de faire des petites opérations, de lui donner un coup de main comme ça, enfin, tu vois, comme un enfant, mais quand même, ils m'ont dit, BTS de communication, c'est très bien, en fait, pour toi. Et donc, j'ai dit, bon, d'accord. Et en fait, je me suis inscrite là-dedans en me disant, mais de toute façon, je m'en fiche, je repasserai le concours d'orthophoniste, c'est ça que je veux faire, etc. Et en quelques mois, je me suis pris de passion... pour les matières, j'ai adoré. Qu'est-ce qui t'a plu alors dans la com ? Je crois qu'il y avait les 2 cours qui m'ont vraiment le plus captivée. C'était la psychosociologie. Monsieur Ménien, si vous m'entendez. Dédicace. La psychosocio, alors ça j'ai vraiment adoré, mais quelque part je pense que ça avait une résonance avec de là où je venais quand même, et un attrait, voilà. Et puis la stratégie. Le cours de stratégie de communication. On avait à l'époque un prof qui était tout jeune, qui venait de monter son agence et qui était très décalé par rapport à ce que j'avais pu avoir comme prof jusque-là, mais qui a eu une manière de nous embarquer qui était juste géniale. Thomas, si tu m'entends. On leur passe le bonjour. Voilà. D'accord. Et donc, j'imagine que comme tout étudiant en communication, tu as fait des stages pendant ton cursus. Ok. Et ensuite, tu es allé à Paris, du coup ? Ouais, tout à fait. En fait, j'ai fait mon BTS de com à Strasbourg. J'avais fait un premier stage au cabinet du préfet à l'époque. Et c'était marrant parce que, comme ma mère avait un nom un peu connu dans la com, tout le monde était persuadé que j'étais rentrée par piston là-bas, alors que pas du tout, quoi. Tu vois, donc j'étais en train toujours d'essayer de me battre pour avoir ma légitimité. Je pense que ça a peut-être aussi joué sur mon envie de partir à Paris et de... voilà. Ouais. Et surtout, en fait, j'avais envie de continuer au-delà du BTS, de poursuivre mes études, et j'avais l'impression que je risquais d'être un peu limitée en capacité de stage en fait à Strasbourg, parce qu'à ce moment-là, je savais quand même pas encore trop dans quel domaine de la com je voulais travailler, et donc je m'étais dit, mais en fait, il faut que je fasse des stages dans toutes les structures possibles qui existent, agences, entreprises, comme interne, comme externe, événementiel, relations presse, pour quelque part aller goûter un peu à tout et voir dans quoi je me sens vraiment bien. Et en fait, j'avais 2 très bonnes amies en BTS qui elles-mêmes voulaient poursuivre et avaient décidé de partir à Paris. Et donc, si on part ensemble, on prend une coloc. Ça t'a plu la vie à Paris ? Cool. Alors, oui, ouais. Je pense qu'en tant qu'étudiante, c'était plutôt chouette. Et puis l'expérience de la coloc ensemble, c'est vraiment des très, très jolies années, quoi, tu vois. Et effectivement, en étant à Paris, les opportunités de stage étaient beaucoup plus importantes, quoi. Et j'ai fait 2 ans, donc mon bac plus 3, bac plus 4 à Paris, sur des années où j'étais pas en alternance, mais où j'avais un rythme de stage de moitié d'année quand même, tu vois. Donc c'était... Tu étais dans quelle école à Paris ? J'étais à l'ISEG, dans la formation spécifique communication, quoi, la filière communication. Et donc, du coup, après, au début des années 2000, je crois que tu as déménagé à Bruxelles, en Belgique, c'est ça ? Ouais, tout à fait.
Alors, Ouais, je qu'est-ce suis qui t'a partie. poussé à aller à Bruxelles L'amour. Ah, d'accord, la meilleure des raisons. Voilà, exactement. Alors, ça me titillait de bouger, et de partir, de quitter la France et d'aller voir un peu ailleurs. Mais c'est vrai que Ouais. la Belgique, c'était pas forcément le truc le plus aventureux qui pouvait exister. Mais voilà, Tu avais j'avais jamais rencontré. vécu à l'étranger avant ça? Non, Non. non, 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 non. Et Et du coup, même si la Belgique est limitrophe, tu as senti un dépaysement, un changement de oui, mentalité, de culture quand oui. même? Alors, si tu veux, mon premier souvenir de ce changement et d'être un peu perdue, c'était au tout début où j'habitais là-bas. J'avais une lettre qu'il fallait que je poste et en fait, je trouvais pas la boîte aux lettres parce que les boîtes aux lettres en France elles sont jaunes, donc je cherchais une boîte jaune, sauf que là-bas elles sont rouges. Et donc, mon Ah, copain me ok. disait mais si au bout de la rue il y a une boîte aux lettres. Je me dis mais non mais je t'assure je l'ai pas trouvée et tout. Et donc voilà. Après ce qui était drôle c'était si tu veux, au début, quand je suis arrivée en Belgique, j'étais à Liège les 2-3 premiers mois, donc là, en plus, complètement francophone, donc très facile. Et puis, on s'est très vite installé à Bruxelles. Et du coup, moi, j'ai poursuivi mes études. J'ai fait un DESS là-bas de communication et d'affaires européennes. C'était drôle parce que quand j'étais en cours, les gens me disaient mais t'as un accent en fait. Je disais, mais non, c'est vous qui avez un accent. Mais si, parce que moi j'avais un Ah accent oui. français en fait Mm. pour voilà. Mais c'était très chouette et en fait j'ai adoré cette ville, j'ai adoré cette vie. Je trouve que les Belges et les Bruxellois sont tellement plus cool et plus sympas et plus détendus et plus ouverts que nous en Que France. ici, ouais. Et Vraiment. est-ce que tu peux nous expliquer un peu, du coup, quel était ton travail à Bruxelles ou tes jobs? Ouais, ouais, ouais. Alors, je suis passée par plusieurs structures assez différentes et du coup plusieurs activités différentes. C'est-à-dire que, donc, comme je te disais, j'ai commencé par continuer mes études. J'ai fait donc c'est DESS de communication et d'affaires européennes. Et du coup, j'ai commencé à travailler, enfin à travers un stage de très longue durée pour une association qui regroupe les lobbyistes français auprès des institutions européennes, qui s'appelait, je ne sais pas si ça existe encore, le Cercle des délégués permanents français. Et donc là, j'étais plus dans un poste d'animation de réseau, en fait, et d'interface entre les institutions européennes, enfin, pour la partie organisation d'événements, et les membres du réseau, qui étaient donc les lobbyistes français auprès des institutions européennes. J'ai fait ça pendant 1 an et après j'ai travaillé pendant 2 ans pour l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie qui avait sa représentation auprès de l'Union européenne, donc à Bruxelles. Et là, j'avais un contrat de volontaire international en entreprise et je travaillais pour un réseau qui ne porte aujourd'hui plus le même nom, mais qui s'appelait à l'époque les Euro-Infocentres, qui était implanté dans toutes les chambres de commerce et d'industrie d'Europe et qui avait vocation à accompagner les PME dans leur adaptation à la législation européenne. Et donc j'étais plutôt dans un job aussi un peu d'animation de réseau et de communication, mais c'était très compliqué parce que finalement la matière était tellement technique et juridique que réussir à faire de la communication avec ça, c'était très compliqué. Mm. Du côté de Bruxelles, globalement, le langage était très technocratique et donc moi j'ai essayé de le traduire pour le rendre accessible, à la cible finale qui était Ouais. des patrons de Ah oui, PME d'accord. ou enfin voilà des salariés de PME en France. Et je pensais toujours, j'avais toujours en tête mon beau-père qui est restaurateur et qui était à la tête à ce moment-là d'un restaurant de 49 personnes. Et je lui disais, mais moi je lui parle de la directive service dans les termes dans lesquels on les emploie ici à Bruxelles, mais c'est juste inaccessible pour lui. Donc j'essayais vraiment de faire ce travail, tu vois, de rendre le truc accessible à ma cible finale, mais en même temps, c'était difficilement acceptable du point de vue de Bruxelles parce que ça dénaturait un peu le Mhm. propos qui était extrêmement juridique. Donc c'était très intéressant et surtout j'avais des collègues en or avec lesquels je me suis vraiment éclatée pendant 2 ans, mais c'était un peu loin de la communication telle que je l'avais apprise pour moi pour me sentir vraiment bien. Et puis, entre-temps, j'ai eu mon premier garçon. D'accord. Et quand ce contrat est arrivé à échéance, du coup, j'ai passé quelques mois sans activité. Et je me suis dit qu'à Bruxelles, pour trouver du boulot, c'était impératif dans la communication de parler néerlandais, quoi. Ah Et oui. donc, j'ai fait des cours de néerlandais. Donc, je parle flamand. Non. Pas très Ah, bien, enfin, plus très bien, mais je me débrouillais à sacrée l'école. langue. Donc j'ai appris le néerlandais et j'ai trouvé finalement assez rapidement un poste de chargé de communication interne à l'équivalent de Pôle emploi en fait à Bruxelles, le service public de l'emploi. Et j'ai démarré comme chargée de com interne là-bas auprès de la responsable de la com corporate. Et puis je travaillais sur des projets à la fois comme interne et comme corporate. Et puis j'ai été nommée responsable de com interne là-bas au bout de 2 ans, un truc comme ça.
Et donc là, j'étais vraiment revenue à de la communication pure, quoi, tu vois. Et c'était une super chouette expérience, pareil, avec une super équipe, des super collègues qui me manquent encore aujourd'hui. et voilà. Et donc justement, dans tes jobs qui étaient en lien aussi avec les institutions européennes, tu as travaillé, j'imagine, avec différentes nationalités. Ouais, tout à fait. C'était intéressant. Ouais. Oui, c'était super intéressant. Après, moi, j'étais à Bruxelles, je me débrouillais en anglais. En allemand, c'était un peu compliqué parce que ça faisait depuis quasiment le bac que j'en avais pas parlé. Et du coup, c'était pas si simple parce que y avait que des gens qui étaient au moins trilingues, voire quadrilingues courants. Et donc voilà, donc c'est un milieu qui était hyper intéressant, mais où professionnellement, en tout cas, j'ai pas eu l'impression d'y trouver vraiment ma place. Après, dans la ville de Bruxelles et dans les amis que j'ai pu me faire là-bas, oui, c'était hyper international et ça, c'était vraiment génial, quoi. Des Italiens, des Espagnols, des Anglais, des Allemands, des Français, des Belges. C'était un vrai bonheur, quoi. Tu es resté combien de temps à Bruxelles ? 8 ans. 8 ans. Et du coup, après, tu es rentrée directement sur Strasbourg en 2011, je 2011, crois. Ouais, c'est ça. En fait, mes 2 fils sont nés à Bruxelles. Et puis, quand les bébés sont petits, ils sont souvent malades, ils attrapent tous les miasmes de la crèche, etc. Et puis, j'avais un boulot qui était plutôt assez prenant, leur papa aussi. Et on commençait un peu à galérer en étant loin de nos familles respectives avec 2 petits-enfants. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, tous nos amis étaient plutôt originaires de plein d'autres pays d'Europe. Et puis, ils ont eux-mêmes commencé un peu à partir, à rentrer, qui en Espagne, qui en Italie, qui en Allemagne, etc. Et on se plaisait vraiment bien à Bruxelles, mais en même temps, mon fils aîné, Léopold, rentrait à l'école. On se disait qu'on avait quand même pas envie qu'il apprenne l'histoire de France aussi, pas que... Enfin, tu vois, et... voilà, on avait ce projet perso de rentrer en France à un moment donné. Et donc, on a commencé à chercher du boulot, pour essayer de rentrer. Puis, en fait, c'est moi qui ai trouvé en premier à Strasbourg, à France Télé. Et c'est ça qui a été, du coup, déclencheur pour... D'accord. Donc, comment ça s'est fait, France Télévisions, justement ? Alors, écoute, très banalement, je commençais gentiment à chercher du boulot. J'étais pas non plus... complètement au taquet. J'avais un bébé qui avait 6 mois, j'étais encore en congé maternité. Et j'ai vu l'annonce passer, elle était publiée à l'époque à Pôle emploi. Enfin, je trouve que c'était encore la NPE, je sais plus, bref. Et donc j'y ai répondu. Mais j'avais l'impression qu'elle était un peu trop capée pour moi, tu vois, que j'étais un peu trop junior par rapport au profil. Mais je crois qu'on a, et surtout les femmes, toujours un peu ce complexe de dire que quand tu réponds pas à 80 ou 90 ou 100% du profil, t'as l'impression que c'est même pas la peine d'y aller, que t'es pas légitime et tout. Tu sais, c'est ça, le gros complexe de l'imposture. Quand j'ai interviewé Philippe Huttard, qui a créé Les Petits Chanteurs de Strasbourg, qui est un musicien qui a collaboré avec beaucoup d'artistes, il racontait qu'il avait collaboré avec Nougaro, et que Nougaro est un artiste vraiment très très exigeant, et que lui, le type de musique qu'il faisait, il n'y connaissait pas grand-chose, mais il y est quand même allé, et il s'est dit, tant pie, je vais travailler, et je vais y arriver. Et il n'y a pas du tout de ce doute, se dire, ah non, je ne connais pas totalement le sujet, donc je n'y vais pas, alors que... Non, c'est sûr. Après, je pense que ça m'a permis d'être assez, sans pression et détendue dans les entretiens que je passais, parce que j'y croyais pas. J'y croyais pas. Et puis à ce moment-là, j'étais même pas sûre. En fait, très objectivement, j'étais même pas sûre de vouloir le poste, parce que très vite, on m'a expliqué que c'était donc un poste de responsable de la communication interne du pôle Nord-Est de France 3 à l'époque. Donc il y avait un quart de la France en territoire. Et on m'a expliqué très rapidement que ça supposait au moins 2 jours de déplacement par semaine. Moi, j'avais un petit garçon de 4 ans, un autre de 8 mois, je l'allaitais encore. Enfin, tu vois, partir 2 jours par semaine de la maison, ça me paraissait absolument inaccessible. Mais en même temps, je me dis, bon, mais c'est intéressant de faire un entretien, de se remettre dans cette dynamique-là. Et puis, c'était quand même un super beau poste. France Télévisions, ça me faisait très envie. Et donc, j'ai suivi le processus. Et puis, j'ai été retenue à la fin. Et à ton avis, qu'est-ce qui peut aider justement à prendre confiance en soi professionnellement et à se sentir légitime, toi, par exemple ? Ça, c'est le combat d'une vie, ma bonne dame. Ça se fait pas en une semaine. C'est hyper compliqué, parce que je pense que c'est très lié à une confiance en soi intrinsèque déjà.
que moi, j'ai pas de manière hyper débordante. Moi, je pense que ce qui m'a aidé à prendre confiance en moi professionnellement, c'est les expériences, en fait. C'est le fait de travailler et de voir que ce que je faisais correspondait finalement aux attentes qu'il pouvait y avoir, aux besoins, etc. Mais ça reste quand même fragile parce que si tu te bases que sur ça et le retour que d'autres peuvent t'en faire, dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content, ça vient te refragiliser. Ouais. Donc en fait, le vrai bon truc, c'est de réussir à avoir une confiance en soi, oui, intrinsèque. Mais bon, c'est un long chemin. À tout le monde. Et alors du coup, en devenant plus tard déléguée à la communication de France 3 Grand Est, donc tu t'es mise à coordonner des équipes en Alsace, en Lorraine, en Champagne-Ardenne. Diriger une équipe pour toi, c'est naturel ou ça s'apprend aussi? Je pense qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier, c'est aussi ce qui est génial dans un groupe comme France Télévisions, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier au moment de ma prise de fonction de manager de 2 accompagnements, formations, coaching qui m'ont beaucoup aidée. Une première qui était sur l'accompagnement des carrières au féminin, où on était dans un petit groupe de 10 personnes pendant, je pense qu'on a dû se voir 4 journées pendant 4 mois, accompagnée par une coach qui était vraiment géniale et qui nous a aidés à prendre conscience de tous nos freins internes en tant que femmes pour le développement de nos carrières et notamment via le management. Donc ça a beaucoup aidé. Et puis après, j'ai pu faire partie d'une expérimentation sur les nouvelles pratiques managériales de France Télévisions avec un coaching individuel là, où de la même manière, ça m'a permis au démarrage de structurer les choses et de poser sur le papier un peu ma vision, la vision que j'essayais d'avoir, que je voulais avoir pour mon équipe, de fixer un peu un cap, quoi, et d'apprendre un petit peu à comment faire pour les accompagner. Donc je pense qu'il y a... Je pense que si t'es pas du tout leader naturellement, ou si c'est dur pour toi d'être dans l'échange avec les gens, de leur dire quand c'est bien, de leur dire quand c'est moins bien aussi, quand il y a des choses à améliorer. Je pense que ça peut être douloureux, en fait, l'exercice managérial, parce qu'il est compliqué, en fait. C'est beaucoup plus facile de faire soi-même que de faire faire. Et puis... mais bon, après, moi, j'ai de la chance, j'ai une chouette équipe avec des gens qui sont... globalement bienveillants et je pense qu'ils ont été patients avec moi aussi, tu vois, mais que je connaissais avant parce qu'on travaillait déjà ensemble, mais dans d'autres modes relationnels. Mais et selon toi, quelles sont les qualités à avoir pour manager une équipe? Je pense qu'un des premiers trucs, c'est probablement la capacité à prendre des décisions. Parce que forcément, ton équipe, elle attend que tu décides et que tu tranches. Il y a ça. Il y a le fait d'avoir une vision un peu des choses aussi, tu vois, d'être un peu animé par des convictions. Parce que... et je le dis en tant que manager, mais aussi en tant que manager. C'est-à-dire que je pense que quand tu veux avancer dans la vie, professionnellement, dans ton job au quotidien, si tu as quelqu'un qui est enthousiaste, qui a des envies, qui sait où il veut aller, qui a une conviction, qui peut te l'expliquer, qui peut te la transmettre, c'est beaucoup plus moteur que tout le reste. Beaucoup plus que quelque part la carotte ou le bâton, ou ce genre de choses, tu vois. Donc ça, je pense que d'avoir une vision, d'être enthousiaste, d'être à l'écoute aussi beaucoup, parce qu'en tant que manager, tu es aussi quand même beaucoup dans l'accompagnement des équipes, et puis que le quotidien, c'est du boulot, mais pas que, parce qu'on est des êtres humains et qu'on a des vies qui ne s'arrêtent pas au moment où on passe à la porte d'entrée du boulot. Donc voilà, d'être capable de prendre la globalité des personnes en considération, et aussi, je pense, de réussir à identifier les bons leviers. C'est pour ça que, quelque part, tu vois, la dimension d'intérêt autour de la psychosociologie et de la psychologie, je pense qu'elle est très importante. Parce que quand tu comprends les modes de fonctionnement des personnes, leur façon de fonctionner, leur tempérament, et que tu arrives à identifier ce qui a... dans leurs compétences qui correspondent le mieux à tes objectifs, du coup, tu peux aussi créer une espèce d'harmonie dans l'équipe, de dire, OK, tout le monde n'a pas forcément toutes les compétences, mais tous ensemble, on les a.
en ayant chacun des petits bouts, tu vois. Et en permettant aux gens de s'épanouir et de faire des choses dont ils ont envie, même si on ne peut pas faire que ce dont on a envie, personne. Mais je trouve que ça permet d'avancer tous ensemble, plutôt dans la bonne humeur, et ça, c'est vachement important quand même. Alors, les membres de ces équipes sont souvent à France Télévisions depuis longtemps, ils ont fait leur carrière et ils sont globalement quand même plus âgés que toi qui a la trentaine. Certains sont même en fin de carrière. Est-ce que ça a été un sujet à un moment, cette question de l'âge, pour diriger des personnes un peu plus âgées? Est-ce que certains l'ont peut-être mal pris ou ont remis en cause ta légitimité? Ou alors aussi, c'est peut-être pas la même vision du monde du travail, de son fonctionnement, des outils de communication. Est-ce que ça a été un challenge de ce côté-là? Alors moi, ça me faisait un petit peu peur avant de prendre la fonction, parce qu'effectivement, j'allais encadrer que des gens qui étaient plus âgés que moi, qui étaient depuis plus longtemps que moi dans l'entreprise et depuis plus longtemps que moi globalement dans la communication. Et du coup, en même temps, je pense que aussi grâce à cette formation sur l'accompagnement des carrières au féminin que j'avais fait, quand je l'ai démarré 3 mois avant ma prise de fonction, je me sentais complètement illégitime. Je me disais, mais pourquoi moi? À part juste parce que je suis là et que... Voilà. Et en fait, cette formation que j'ai faite m'a vraiment aidée à me sentir plus légitime. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai pris mes fonctions, même si c'était que des gens que je connaissais depuis quelques années, parce que j'avais déjà travaillé de manière ou d'une autre avec eux, plutôt de manière fonctionnelle, je les ai reçus individuellement en entretien, chacun. Et on s'est présenté comme si on venait de se rencontrer, en fait. Et je leur ai expliqué mon parcours, ma formation, les jobs que j'avais faits. Et je pense que ça a pas mal aidé finalement à légitimer, parce qu'il y avait pas mal, je pense, de cohérence dans le déroulé des études que j'avais faites, des choix professionnels, etc. Et voilà. Après, moi, je suis convaincue que la légitimité n'est pas quelque chose qui s'affirme et qui se vole. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se gagne au fur et à mesure. Et je pense, j'espère qu'ils me considèrent plus légitime aujourd'hui après 2 ans qu'il y a 2 ans, parce que c'est au travers du travail au quotidien que tu gagnes ta légitimité, en prouvant que tu es légitime. Enfin, moi, je vois pas mal les choses comme ça. Parfois, j'entends des gens qui disent oui, mais moi, je veux être légitime dans le truc. Ben, prouve-le, quoi. Tu vois. Prouve-le dans ton activité quotidienne et ça viendra, quoi. Moi, je l'ai plutôt expérimenté comme ça globalement dans ma vie professionnelle, donc j'y crois assez. Ok. Alors, il y a eu, il y a quelques années, le redécoupage des régions qui a quand même fortement impacté France 3, puisque c'est justement une chaîne régionale. France 3 Nord-Est, au sein duquel tu étais responsable de la communication interne, est devenue France 3 Grand Est, dont tu es maintenant la responsable de la communication globale. Donc ce bouleversement politique et interne de l'entreprise, comment on le gère personnellement, collectivement, et puis aussi du point de vue de la communication, puisque vous avez, j'imagine, dû beaucoup communiquer en interne comme en externe à ce sujet. Est-ce que ça a été une période compliquée ? Alors oui, ça n'a pas été une période la plus simple, mais en même temps, moi, ce que j'en ai appris, c'est que globalement, on est en changement permanent. Et le premier réflexe que tu peux avoir quand il y a comme ça une grosse réforme qui arrive, c'est de te dire « Oh là là, ça va encore changer, mais la dernière réforme, elle date d'il n'y a pas si longtemps, etc. » Oui, mais sauf qu'en fait, le monde change en permanence. Et si, tu sais, c'est comme si tu te mets sur un vélo. Si tu pédales pas, tu te casses la figure, quoi. Tu vois, donc il faut avancer, sinon tu tombes. Donc voilà. Et puis il y a eu effectivement des moments compliqués, mais je trouve que ça a permis aussi de développer une solidarité avec des collègues qui étaient hyper importantes et de nouer des relations très précieuses, du coup, dans ce contexte-là. Et puis moi, ça m'a aussi permis de remettre parfois un peu les choses en place, c'est-à-dire que d'être plus au clair sur mon équilibre entre ma vie privée et ma vie perso. Donc j'en tire globalement plutôt du positif. Après, effectivement, ça a nécessité un accompagnement important des équipes, de communication interne, de communication externe. Alors en externe, c'était un peu compliqué, je pense surtout à cause du changement de la marque, en fait, de passer de France 3 Alsace à France 3 Grand Est. C'est quelque chose qui, dans cette région, est pas si évident que ça. Donc c'est très important de faire toujours la pédagogie et de montrer que, certes, au niveau du nom de marque, on passe sur la région Grand Est, mais que néanmoins, dans nos contenus, dans tout ce qu'on fait au quotidien, on est toujours et plus que jamais dans l'hyper-proximité.
mais c'est vrai que ça peut paraître un petit peu dissonant comme ça. Donc ça, c'était la grosse mission en externe. Et puis oui, en interne, moi, je pense que ce qui est hyper important, c'est que les gens soient informés, qu'ils ne soient pas dans l'expectative de ne pas savoir ce qui va leur arriver et qu'ils puissent avoir une visibilité quand même un petit peu sur l'avenir, parce que ce changement, ça peut toujours être un petit peu anxiogène, quoi. Ouais. Alors, toi, face aux imprévus et peut-être aux obstacles, comment tu réagis? Est-ce que tu as un petit truc pour passer Moi, je commence à l'obstacle? stresser. Mais en même temps, comme je suis une stresseuse professionnelle, si tu veux, je vis assez bien avec mon stress. On se connaît bien depuis des D'accord. années. Ça va. Tu l'apprivoises. Alors moi, face à une situation de stress ou un obstacle, je vois d'abord tous les freins, tout ce qui est négatif, tout voilà. Mais j'ai appris dans une formation que j'avais faite de process com que ça correspond à mon type de personnalité. Donc finalement, je l'ai accepté. Je me dis bah oui, voilà, je suis comme ça. Ouais. Quand il y a une difficulté, quand il y a un obstacle, quand il y a quelque chose, je commence d'abord à voir tout ce qui va pas. Et je traite ça en fait au fur et à mesure, et c'est ce qui me permet après de le dépasser. Mais je crois que à force d'en vivre, tu développes ta capacité à en vivre d'autres et à le dépasser plus rapidement, et la conviction que tu en es capable, tu vois. C'est-à-dire que quand tu n'as jamais vécu de difficultés, d'obstacles, de machin, le premier qui arrive, tu dis mon Dieu, mais je n'arriverai jamais à le franchir. Alors qu'en fait, plus t'en franchis, et plus tu sais que t'en es capable, et que même quand t'es un peu dans le creux de la vague, t'en as vécu d'autres, tu vas remonter celui-là comme d'autres, quoi. Ouais, alors toujours sur cette question d'équilibre. Toi, tu as 2 enfants, tu as un travail qui est quand même très prenant, il y a des déplacements professionnels. Ça arrive à tout le monde d'avoir des moments un peu de déprime ou qui passent pas en un jour, quoi. Et alors avec toutes ces obligations qu'on peut pas faire disparaître d'un coup, comment on fait quand on a un coup de mou, mais que malgré tout, on peut pas prendre du temps pour soi pour l'arranger, quoi. Comment on fait pour continuer alors qu'on n'est pas des machines non plus, pour tout gérer tout en étant peut-être, je sais pas, déprimé ou quelque chose comme ça? C'est une vraie bonne question, et je crois qu'il n'y a pas de remède miracle. Alors, assez classiquement, j'ai envie de te dire que quand les problèmes sont liés au boulot, d'être avec mes enfants me fait énormément de bien, parce qu'ils ont une fraîcheur et un truc hyper positif et hyper gai qui est complètement entraînant. Après, j'ai des amis en or aussi, et donc on est hyper connectés. On a des groupes sur Messenger, sur WhatsApp et tout, donc on se parle tout le temps, et je crois que le rire est un truc assez miracle, en fait. Vraiment, moi, ça me sauve vachement aussi de pouvoir rire de tout, même le truc le plus horrible, le plus glauque, le plus atroce, de pouvoir avoir un fou rire avec tes meilleurs amis là-dessus. C'est juste... moi, ça m'aide énormément à dépasser. Après, je pense qu'il faut faire hyper attention de pas aller trop loin non plus, et moi, ça m'est arrivé tu vois, d'absorber, et puis tu peux aussi arriver à un stade où en fait juste tu peux plus, quoi. Tu peux plus, et je pense que c'est super important de savoir s'écouter, au bon moment et pas trop tard, parce qu'après ça peut être compliqué de remonter sur le cheval, quoi. Mais c'est pareil, je pense que c'est quelque chose que tu apprends au fur et à mesure, quoi. Alors, pendant des années, on a dit aux femmes, vous pouvez tout avoir. Alors oui, bien sûr, on peut tout avoir, mais à quel prix, quand on sait que les tâches domestiques et parentales sont encore quand même majoritairement à la charge des femmes? Est-ce que toi, en tant que femme, dans ton ascension dans la sphère professionnelle, tu as dû faire des sacrifices en particulier, ou tu as eu des difficultés? Alors, je pense que le plus gros sacrifice que j'ai fait et que j'assume le moins, c'est probablement malgré tout pour mes enfants, parce que j'essaye d'être présente sur les trucs hyper importants. Genre, je raterai pas une fête de l'école, un spectacle, un truc comme ça, tu vois. Mais au quotidien, je peux pas toujours être là tout le temps quand ils ont besoin. Je rentre parfois tard. Voilà. Après, sur la partie, moi j'ai un féminisme qui est ancré très profondément, très. Vraiment, c'est quelque chose que je ressens viscéralement quand je dis féminisme. En fait, c'est la nécessité de l'égalité, quoi. Pour moi, c'est lunaire que encore aujourd'hui il y ait des inégalités entre les hommes et les femmes.
Je comprends pas. Voilà, je n'arrive pas à comprendre. Donc j'éduque vachement mes garçons là-dedans aussi, parce que je me dis que c'est essentiel, tu vois. Donc c'est assez rigolo de les voir réagir par rapport à ça. Donc si tu veux, sur la gestion des tâches au quotidien, alors aujourd'hui je suis séparée de leur papa, et donc la question se pose pas, mais quand on vivait encore ensemble, c'était quelqu'un qui participait très largement aux tâches ménagères. J'ai quand même découvert, grâce à l'illustratrice Emma, il y a 2-3 ans, la notion de charge mentale. Ouais. Et ça, je me suis dit, ça quand même, c'est un concept sur lequel on n'est pas du tout à égalité. Ouais, C'est-à-dire que ça, je ressens, tu vois, que ça reste un truc qui pèse très, très fortement Ouais, sur moi. Et quand je vois autour de moi, sur mes copines aussi, c'est jamais leur mec qui s'occupe de prendre rendez-vous chez le dentiste, chez le pédiatre, de c'est s'assurer ça, qu'il y a des choses la charge propres, mentale, c'est assez propre aux ranger, femmes, le fait d'anticiper, d'organiser, de toujours avoir en tête une longueur d'avance sur tout ce qu'il faut faire à la maison, prendre les rendez-vous, s'occuper de laver le linge, enfin voilà. Et donc c'est toujours cette charge qu'on garde en nous et que les hommes n'ont pas ça, j'arrive forcément. pas à la partager, celle-là. Mais bon, parce que voilà, ça s'est passé comme ça. Mais si tu veux, cette notion d'égalité, elle est ancrée tellement profondément en moi que c'est pas une question au quotidien de sacrifice à faire ou de choses comme ça. Et puis quand j'ai des moments difficiles par rapport à ça, parce que c'est un peu trop lourd, tout ça, je pense que la plupart du temps, le fait d'en parler avec des amis qui sont dans la même situation me fait vachement relativiser, et puis me rebooste, me redonne de l'énergie. Et c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais le fait d'avoir mes enfants en garde alternée 1 semaine sur 2 fait que la semaine où je les ai pas, alors j'ai plus de temps pour mon boulot et j'ai la chance de pouvoir m'organiser quand même pas mal comme ça, et 2, ça me laisse du temps pour moi aussi, tu vois. Ouais. Alors que je vois bien que mes amis qui ont leurs enfants à temps plein n'ont pas ces respirations que je peux avoir. Moi, de temps en temps, tu vois, genre là, cette semaine, je les ai pas. Je rentre à la maison le soir, je ne fais pas à manger, je fais rien. Si j'ai pas faim, je mange un yaourt et c'est pas grave, et ça dérangera personne, tu vois, que je cuisine pas. Et donc, ça me donne malgré tout des espaces. Alors au début, c'était compliqué parce qu'il y a beaucoup de culpabilité autour de ça, mais aujourd'hui, ça me donne des espaces à moi, en fait, dans lesquels ça me permet de me ressourcer, de me reposer aussi. Alors, pour revenir à tous ces sujets d'orientation, tu disais au début qu'à la base, tu ne voulais pas du tout aller dans la communication, mais que tu te destinais plutôt à l'orthophonie, ce genre de choses. Est-ce que tu y repenses quelquefois ? Est-ce que ça te trotte encore dans la tête ? Et est-ce qu'il y a un petit regret par rapport à ça ou... Alors, un regret, je ne peux pas dire, parce que j'ai appris énormément de choses dans ce que j'ai fait depuis des années, parce que je trouve qu'il y a une diversité dans les métiers de la communication, et en étant à la tête d'une équipe, une diversité du coup de choses à faire qui est vraiment passionnante. Mais je t'avoue que je suis pas sûre que je ferai de la com jusqu'à la fin de ma vie. J'ai 39 ans, et ça peut me titiller de temps en temps. Parfois, je me suis dit aussi que si j'étais restée dans un job que je pouvais exercer à la fois en libéral, en salariat, etc., ça m'aurait donné des capacités de mobilité géographique qui étaient plus importantes aussi, parce que j'aime beaucoup l'Alsace, mais en même temps, je suis partie 10 ans et ça me rendrait pas malade de repartir, tu vois. On est un peu loin de la mer quand même ici, je trouve. Et du coup, voilà. Je pense que si je devais me réorienter, changer de job, ce qui m'a titillé à un moment donné, c'est d'aller vers des trucs en lien avec la psychologie, parce qu'en fait, je suis juste passionnée par les êtres humains et les modes de fonctionnement, les histoires, ce que ça génère dans les relations humaines, etc. Tu vois, donc je sais pas. Tu te sentirais capable de te réorienter un jour ? Qu'est-ce qui t'en empêcherait ? Alors là, aujourd'hui, c'est des raisons économiques en frein, mais aussi le fait que j'ai l'impression de ne pas encore avoir fait complètement le tour malgré tout de ce que je fais, et je prends encore vachement de plaisir dans mon travail, quoi. Ouais. Je me rappelle un des premiers stages que j'ai fait, ma tutrice me disait moi, tant que j'apprends quelque chose, je continue. Le jour où je suis dans un job où j'apprends plus rien, j'arrête et je vais en faire un autre, parce que je tolérerai pas de m'ennuyer, tu vois. Et finalement, moi, depuis que je suis arrivée à France Télé, entre les évolutions de postes que j'ai eues comme interne, des missions sur la com externe transversale, réorganisation de la boîte, changement d'équipe, etc., j'ai pas encore eu l'occasion de m'ennuyer et de ne plus apprendre, tu vois. Je continue à être dans cette dynamique-là. Et puis, en plus,
l'entreprise est en transformation, la communication, le métier communication en lui-même est en transformation aussi avec le numérique d'une manière hyper importante. Donc finalement, je continue à apprendre tout le temps et donc j'ai pas encore envie de changer et d'arrêter, quoi, tu vois. Et est-ce que tu te serais vue travailler dans n'importe quel domaine en tant que communicante ou est-ce que le choix du service public est mûrement réfléchi ? Ah ouais, carrément. Ouais. Carrément. Donc, comme je te disais tout à l'heure que quand j'étais étudiante à l'époque, j'avais voulu tester plein d'environnements de travail différents pour justement aller voir un petit peu ce qui me plaisait le plus. Mais pour moi, le sens dans mon travail est super, super, super important. Et du coup, aller faire de la com pour vendre des yaourts ou des aspirateurs, tu vois, j'aurais pas pu. C'est pas pareil. J'aurais pas pu. J'aurais pas pu parce qu'en plus, je me serais sentie pas à l'aise sur... La psychosociologie, c'est passionnant appliqué à la communication, mais quand tu le fais à des fins de manipulation, tu vois, quelque part, éthiquement, ça peut être un peu compliqué, je trouve. Et là, du coup, de le faire pour un service public, pour moi, oui, ça a vraiment du sens, quoi. J'ai l'impression qu'on a une vraie mission de service public à remplir. J'ai vraiment cette conviction-là. Et du coup, d'apporter mes compétences à cet objectif-là, ouais, c'est un vrai moteur pour moi. Ça, c'est un vrai moteur. Et ça... ça l'était déjà il y a 10 ans, quoi. Tu vois, c'est pas un truc qui m'est venu il y a 2 ans, quoi. Ouais. Oui, vraiment. Et est-ce qu'à un moment, peut-être à la fin de tes études, est-ce que tu as réfléchi à un plan de carrière où tu t'es dit, dans X années, je voudrais être à tel poste dans tel type d'entreprise ? Non, pas du tout. Jamais. Ça s'appelle la stratégie émergente. J'avais appris ça quand j'étais étudiante, ça m'avait beaucoup fait rire. Genre, c'est une stratégie que tu mets en place, mais où tu sais pas exactement où tu vas aller. C'est à peu près ça. Non, pas du tout, parce qu'en fait, mon parcours aujourd'hui, je sais bien, je vois le regard que des gens à l'extérieur peuvent avoir dessus, je vois mon CV, je sais qu'il est pas dégueu, tu vois. Mais ça s'est fait complètement, j'ai envie de dire par hasard. Alors, j'avais la discussion il y a quelques temps avec un ami qui me disait non, c'est pas un hasard, c'est ce que tu as fait qui a généré ça. Mais pour moi, c'est du hasard dans le sens où non, j'ai jamais projeté, j'ai même jamais projeté de devenir manager ou responsable. C'est vraiment été des opportunités qui se sont présentées et que j'ai saisies. Mon grand-père, il disait toujours, quand il y a un train qui passe, il faut savoir monter dedans, quoi, tu vois. Et voilà. Et je sais que je devrais déjà réfléchir au coup d'après. Et en plus, on est dans une entreprise qui travaille beaucoup autour de cet aspect-là. Tu vois, moi, je sais que les entretiens que j'ai passés à l'époque pour le poste en 2011, le dernier entretien que j'ai eu, c'était avec une responsable du développement managérial qui me disait « Ok, vous êtes en train de postuler pour ce poste-là, mais c'est quoi le coup d'après ?» Moi, j'étais je ne sais point. Et c'est pas une obligation. Non, et pour le coup, je suis plutôt à me dire, je fais confiance à la vie, aux opportunités qui se présenteront. Et jusque-là, ça m'a plutôt réussi comme ça. Et voilà, quoi. D'accord. Ok. Et alors, petite question peut-être un petit peu difficile, je ne sais pas, est-ce qu'avec du recul, tu serais capable de nous dire un peu quel est ton caractère, ta personnalité, et quelles sont les qualités qui t'ont aidé dans ton parcours, et peut-être quels sont les défauts, les handicaps que tu as dû corriger, modifier, qui ne correspondaient pas forcément à ce qu'on attendait de toi ? Alors, j'ai commencé par la fin de la question. Ouais. Je pense qu'au début... Alors, je dois continuer à le corriger parce que c'est dans ma personnalité et que donc, tu ne changes pas complètement. Mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'impulsivité chez moi, tu vois, qui peut être de temps en temps un peu à contenir, quoi. C'est-à-dire, je suis... Comment dire, je suis assez émotive, donc je réagis assez vivement à ce qui se passe, dans le positif comme dans le négatif, tu vois. Et puis ouais, cette impulsivité, je me rappelle, quand je travaillais à Bruxelles, un jour, on était en réunion et il y avait un comité de direction et le directeur n'arrivait pas à trancher sur un truc sur lequel il fallait qu'on avance. Et ça m'agaçait, quoi. Tu vois, moi, j'avais envie qu'on avance et tout. Et donc, on était dans cette salle de réunion, et il y avait plein de directeurs, et puis il y avait 2-3 personnes comme moi qui n'étaient pas du tout directeurs. Et donc, à un moment donné, je fais, on n'a qu'à voter à main levée. Et je vois, tu vois, tous les regards qui se fichent sur moi. Et dans ma tête, parce que je réfléchis quand même à peu près relativement vite en général, je me dis « Ah non, mais tu peux pas voter à main levée parce qu'en fait, ton vote n'a pas la même valeur que celui du directeur, tu vois, donc c'est pas possible. » Et donc, je me suis dit « Mince, mais pourquoi j'ai dit ça ? Mais pourquoi j'ai dit ça ?» tu vois. Donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça où, de temps en temps, je gagnerais à prendre un peu plus de temps et à être un peu moins en réaction, en fait. Et après, dans les trucs positifs, je pense que je suis quelqu'un d'assez énergique et... il y a un truc qui pour moi est super important dans la com et que je crois que je fais assez naturellement,
c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et notamment de ton destinataire, en fait, tu vois. Et ça, je crois que c'est lié à l'empathie que tu as ou que tu n'as pas, tu vois. Moi, je crois que je suis plutôt quelqu'un d'assez empathique. Ça me dessert un peu des fois, d'ailleurs, mais bon. Mais je pense que c'est important dans ce métier-là, parce que communiquer, c'est pas seulement délivrer ton message, c'est surtout t'assurer qu'il est bien reçu et qu'il est reçu tel que tu avais l'intention de le délivrer et que le feedback est bon aussi, etc. Ça, je pense que ça m'a plutôt... c'est un truc qui m'a toujours guidée. Et je suis pas sûre que tout le monde ait ça. Après, je pense qu'il y a des trucs que je sais faire, mais comme plein d'autres gens, tu vois. Mais cette dimension-là, de toujours bien prendre en compte la personne à qui on s'adresse et cette attention-là à l'autre, j'espère que ça fait partie des trucs qui sont importants et qui m'ont aidée, quoi. Alors, pour conclure, est-ce que tu as des projets, quel que soit le domaine, à France 3 ou personnellement? Est-ce que tu as une actualité que tu voudrais nous partager? Oh là là, mais il y a plein de projets. Alors ici, à France 3, il y en a beaucoup. Le premier truc qui va arriver là, et je suis trop contente parce que ça fait très longtemps qu'on l'attendait, c'est qu'on lance la semaine prochaine le nouveau réseau social d'entreprise. Génial. Ouais. Ah. Et donc ça, c'est vraiment chouette. Je suis hyper contente parce que oui, c'est un projet qui a accouché dans la douleur et qui a mis du temps à sortir et qu'on attend depuis très longtemps. Et moi, je suis convaincue, pour l'avoir déjà expérimenté sous une autre forme avec mon équipe, que c'est vraiment de nature à faire évoluer très fortement les relations de travail, en fait, pour aller vers beaucoup plus de transversalité, beaucoup plus de collaboratif. Donc ça, je suis vraiment ravie. Ça, c'est en interne le prochain gros projet. En externe, parce qu'on a une actualité assez dense, on sera à la fin du mois de mai et les 10 premiers jours de juin sur la foire de Nancy avec nos collègues de France Bleu. On a un stand commun pendant 12 jours. On va accueillir notre public et je pense que ça va être une chouette expérience aussi. On a réussi à monter une animation de réalité virtuelle pour faire une immersion dans le monde de la télé sur le stand là. Donc je suis trop contente. Ça a été un gros truc à démêler, mais au final, on est en train d'y arriver. Et puis de pouvoir échanger avec nos publics sur leurs attentes aussi à l'égard de leur service public de proximité. Et je trouve que c'est vraiment très chouette de pouvoir faire ça avec France Bleu aussi, vraiment. Donc on fait ça à Nancy. Et puis on a la rentrée à préparer, parce qu'on est mi-mai. Toujours un grand moment, c'est toujours des moments importants. Il va y avoir des nouveautés qu'on prépare. On ne dit pas encore tout, mais du coup, il y a des choses à préparer là-dessus. Donc ça, c'est les gros projets boulot qui prennent pas mal de place. Et puis perso, des vacances. Voilà, c'est toujours plutôt plaisant, quoi. Voilà. D'accord, c'est super, merci beaucoup de nous avoir vraiment partagé ton parcours, c'est passionnant, plein de rebondissements. Et merci de m'avoir reçu à France 3. C'était un plaisir de te retrouver dans ce contexte-là. Ouais. Super, merci. À bientôt. Bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Merci à la région Grand Est qui m'a aidé à me lancer dans ce projet. N'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. À bientôt.